Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast à vitrine. Et oui, la dernière avant les fêtes déjà. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jacinthe Belland qui va nous parler de quoi exactement, Jacinthe, tu vas nous parler aujourd'hui. Explique-nous donc ça. Je vais vous parler du stress, des réponses au stress, des mécanismes d'adaptation, des moyens que l'on peut mettre en place pour se relever, des conséquences, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans les conséquences d'un trauma, donc d'un choc émotionnel à la suite d'un événement traumatisant. Puis, dans un premier temps, je tenais vraiment à te remercier d'avoir pris le temps de vouloir venir nous parler au podcast là, du trauma parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est de quoi qui peut parler et on peut porter facilement des jugements sur ça vu qu'on ne connaît plus le sujet. Donc, je suis en train Ça de peut faire peur. ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Ça peut Ça peut faire faire peur. peur. Mais en fait, on va voir quand je vais parler du cerveau, tantôt que tu sais, c'est la réaction à la peur, mais que cette peur-là, on peut travailler pour transcender un peu ça, puis que c'est possible de se relever parce que je vais vous finir ça avec la résilience. Donc, la capacité, ben, je vais vous l'expliquer tantôt, là, mais vous allez voir que c'est vraiment la cerise sur le sommet. Ça frise sur le Sunday, mais on a bien hâte de voir ça. Pour toi, c'est quoi un trauma? Peux-tu nous dire ça pour qu'on comprenne mieux dans des mots simples? Parce que trauma, ça, pour moi, ça a l'air de quoi qui peut faire peur. Justement, genre, c'est comme, Mhm. c'est quoi cette débite-là? Fait quand on parle d'un trauma, c'est une réponse à un événement, un choc émotionnel. C'est une réponse à un événement traumatisant. Donc, de là qu'on parle de traumatisme, un événement traumatisant. Donc, c'est vraiment une réponse à un choc. C'est une réaction de choc. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui se passe, qu'est-ce qui est activé et comment on peut travailler pour retrouver le plus possible une vie normale suite à un événement qui est anormal, qui est hors de l'ordinaire. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au trauma? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie, autant personnel que professionnel, à vouloir parler du trauma aujourd'hui? Ben, en fait, moi, j'ai débuté après mes stages, après mon dernier stage en maison d'hébergement. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une maison d'hébergement. J'ai été un petit 2 ans là, que j'ai travaillé plus un organisme qui accompagnait les gens dans le réseau santé services sociaux, mais j'ai travaillé plus de 20 ans dans un CAVAC, un centre d'aide aux victimes d'actes criminels, et vraiment de voir les événements d'une gravité extrême que les gens pouvaient vivre et qui pouvaient se relever m'a amené vraiment à m'intéresser. Les premières formations que j'ai eues vraiment plus sur le trauma, là, datent de plus de 20 ans. Mais j'ai été fascinée par ce potentiel-là. Puis c'est quand même relativement nouveau. On n'étudie pas le traumatisme depuis tant d'années, là. Les études qui ont été plus approfondies au début ont été sur des vétérans, mais si on pense à la Première Guerre mondiale, par exemple, les gens qui avaient des réactions post-traumatiques étaient considérés comme des déserteurs parce qu'ils n'étaient plus en mesure de redevenir soldats, de retourner sur le terrain. Alors, il y a vraiment, on est dans quelque chose de relativement nouveau. Puis plus j'étudie, plus j'approfondis là-dedans, là, plus il y a des nouvelles approches aussi. Là, alors, c'est toujours aussi fascinant. Et à découvrir, que je pourrais rajouter. Mhm. Mhm. Puis, d'où ça part un trauma? Ça part de quoi? Est-ce que ça part d'une réactivité au stress? Comment on peut savoir qu'on est rendu à un trauma? En fait, c'est qu'il va y avoir plusieurs. Quand on parle d'un choc post-traumatique, c'est normal d'avoir des réactions post-traumatiques à la suite d'un événement important, d'un événement traumatisant. Mais les gens qui vont développer un état de stress post-traumatique, c'est qu'il va y avoir eu d'abord la peur de mourir, soit, ou de voir quelqu'un, qu'on ait peur que quelqu'un meure, d'assister à un événement qui nous fait craindre pour la mort. C'est le premier des critères. Et c'est qu'il y a plusieurs critères qu'on va voir là, dans le PowerPoint un petit peu plus loin, parce qu'on va commencer par le stress. Donc, qu'est-ce que le cerveau perçoit? Qu'est-ce que le cerveau primitif
perçoit. Et qu'est-ce qui fait qu'on développe un trauma? Ben, c'est que par la suite, il y a un paquet d'indices. On cherche une réponse rationnelle parce qu'on est un être humain intelligent. Et c'est pas la gravité objective du crime, mais vraiment, qu'est-ce qui va faire la distinction? Parce qu'on peut avoir 4 personnes qui vont vivre le même événement en même temps, mais qui n'auront pas eu les mêmes pensées au moment de l'événement, donc n'auront pas eu la même réaction et ne développeront pas les mêmes conséquences. Ça, c'est important de spécifier, parce que Oui, absolument. faut savoir que tout le monde est unique, donc ça amène à avoir des mécanismes de défense et de protection qui sont différents de tous et de chacun. C'est pas un événement unique qui arrive dans une vie, là, ça arrive dans un terrain qui est déjà fertile, dépendamment de où on était au moment où c'est arrivé, dépendamment de ce qu'on s'est dit. Je prenais souvent l'exemple avec des clients de un vol dans une banque, un vol à main armée. Si on a 4 agentes au comptoir et que la première se dit, bon, avec un fusil en plastique, penses-tu vraiment qu'on va le croire? Que la deuxième se dit, oh Seigneur, c'est pas vrai, là, la veille de ma retraite, je vais être pris pour remplir la paperasse pendant 4 heures, puis bon. Et que la troisième se dit, hey, ça fait 2 fois en 2 ans, quand est-ce qu'ils vont mettre des caméras? Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un gardien de sécurité? Et que la dernière se dit, mon Dieu, c'est à ma caisse qui va venir. Ça y est, c'est terminé. Je ne verrai pas grandir mes enfants, je vais mourir. On sent qu'elle risque plus de développer des réactions rapides de stress post-traumatique. Ça ne veut pas dire que les autres n'en développeront pas ou n'en développeront pas euh, plus tard, suite à un autre événement qui va venir chambouler leur vie. Ça peut apparaître sous l'effet d'accumulation de différents stress ou Absolument. facteurs de risque qu'on peut vivre dans nos vies. Ou d'être confrontés. On a des gens parfois qui n'auront pas eu de réaction post-traumatique, qui vont s'être relevés en apparence, qui vont bien, qui continuent une vie normale, puis qu'à un moment donné, 15 ans plus tard, croisent leur agresseur dans une station de service et fichent complètement. Et là, leur vie bascule. Vraiment, ça change du tout. Et quand on parle de trauma, on n'est pas dans quelque chose qui est rationnel. Moi, je dis souvent aux gens, je parlais tantôt là, que j'avais été intéressée un peu par la technique d'intervention délinquance. Bon, petite parenthèse, ça prenait les maths enrichis à l'époque et à l'adolescence, moi, j'avais préféré faire autre chose que de faire des maths enrichis. Alors, pas que je ne sais pas calculer, mais je dis toujours, moi, je n'ai pas étudié en maths. Vraiment, je travaille avec l'humain. Et quand on est en trauma, ça serait tellement simple de pouvoir dire, ah, vous avez vécu tel événement, alors on va avoir 12 rencontres. La première, on va faire telle chose, la deuxième, telle chose. Mais c'est pas comme ça. Un trauma, c'est pas quelque chose de rationnel. Donc, il faut qu'on teste des choses, il faut essayer des choses et on va souvent parler de pratique parce que c'est pas une fois. Quand on parle, par exemple, de travailler au niveau de, on va regarder tantôt des moyens pour favoriser l'apaisement. Quand on parle de visualisation, ben c'est pas je fais une visualisation de 10 minutes et ah mon Dieu, j'ai vraiment trouvé la lumière et je vais mieux. C'est une pratique. On va pratiquer des choses pendant un moment. On va pratiquer plusieurs choses. Et puis, éventuellement, chaque personne va trouver sa recette optimale pour lui permettre de se relever. Est-ce que le trauma, une fois qu'on s'en est rendu compte qu'on l'a, va toujours être en nous ou faire partie de notre vie? Est-ce que ça va être comme une petite boîte qui est pas loin de nous et qui nous suit? En fait, on ne peut jamais refaire le passé. On ne pourra jamais oublier un trauma. On va traverser un trauma, on va pouvoir changer les pensées associées au trauma et on va pouvoir changer les réactions lorsque l'on est activé. C'est bon, de le savoir, ça, parce qu'on pourrait se dire, ah ben, je vais aller consulter, puis avoir la fameuse pensée magique, je vais aller consulter, puis après ça, ça va disparaître. Mais j'ai l'impression, comme tu l'expliques, qu'il y a toujours une petite boîte qui va nous suivre et qui ne sera jamais trop loin de nous. De l'importance d'avoir les outils pour Absolument. mieux se rétablir le plus possible. Bien, il y a eu des études et des médicaments qui ont été testés au niveau du trauma pour essayer d'enlever les images, mais c'est que les gens vont réagir moins
fortement aux images. Pas tout le monde qui a des flashbacks de toute façon, mais l'histoire va toujours rester là. La réaction va être différente. Il y a des approches super intéressantes qu'on parle de EMDR que c'est seulement les psychothérapeutes peuvent pratiquer. C'est vraiment une formation particulière, mais qui a des résultats extrêmement intéressants avec la réponse du corps. Il y avait eu une étude à un moment donné qui avait été faite par un gouvernement, là, j'arrive pas à me souvenir du pays, je pense que c'était la Suisse, mais je vous dis ça sous toute réserve, là. Qu'est-ce qui était le plus payant pour un gouvernement comme thérapie? Et la première qui sortait, que les gens arrivaient à retrouver une vie normale, c'était le EMDR. Donc là, vous allez pouvoir rire de mon anglais, le Eye Movement Desensitization Reprocessing. Donc, ça va être avec le mouvement oculaire des yeux. Donc, ils vont travailler avec des pendules, des crayons. Il y a des psychothérapeutes qui vont travailler avec les sons. Donc, c'est vraiment de stimuler les deux côtés du corps. Il y en a qui ça va être avec des tapotements sur les genoux, par exemple, alors que les gens vont raconter le trauma et qui vont favoriser une digestion du trauma. Donc, c'est sur des événements, normalement plus avec un traumatisme, un événement unique. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait été dans une dynamique de violence conjugale, qui a été victime de violence physique à plusieurs reprises, ça ne serait pas nécessairement ce qui serait optimal. Mais comme moi, je n'ai pas utilisé cette partie-là, comme c'est de la psychothérapie, moi, je ne vais pas là-dedans, mais il y a plusieurs approches différentes, là. Ici, au Québec, on travaille beaucoup, on entend souvent parler de l'approche cognitive, comportementale. C'est vraiment dans cette étude-là, ce qui avait été donné, c'était vraiment la deuxième là, qui était les meilleures options au niveau de la thérapie. Mais là, on commence à avoir de nouvelles approches aussi, là. Parfait. Donc, moi, je dirais, là, je crois que tu nous as construit un beau PowerPoint là, qui présente des aspects que je crois qui peuvent être fort intéressants. Donc, je vais le mettre à l'écran à l'instant. Excellent. Il y a peut-être des choses que je vais passer rapidement, parce qu'on va peut-être en avoir vu une partie là, dans l'échange qu'on vient d'avoir. Oui, en même temps. Et voilà. Donc, les réponses au stress et adaptation. Je te laisse là-dessus, Jacinthe. Excellent. Je ne sais pas si tu veux pour les gens peut-être grossir. Oui, je Je sais pas si tu es en vais. mesure Moi, je l'ai sur un autre écran. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai peut-être les yeux croches, mais c'est pas que je louche. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Oui, moi, je vois bien, mais je l'ai mis dans un autre écran. Là, c'était plus pour les gens, pour qu'ils soient en OK, mesure parfait. de pouvoir consulter. Parce qu'il y a des références aussi, il y a des choses que je cite qui viennent des sites Internet, qui viennent d'un livre que je vais vous présenter. Il y a des mots qui sont textuels, qui sont repris. Il y en a qui ont été reformulés. Donc, la recette du stress, vous connaissez Dr. Lupien. Qui nous parle de se faire la recette du ciné. Donc, quand on parle du stress, les éléments qui vont amener le stress, puis on parlait, tu disais que c'était la dernière avant Noël. Donc, il n'y a pas, là, on voit un mammouth, hein, il n'y a pas personne qui va faire face à un mammouth pendant les fêtes, mais pour plusieurs personnes, c'est pas nécessairement un traumatisme Noël, mais l'idée d'aller à la famille, l'idée de, mon Dieu, est-ce que je vais être à temps pour mes cadeaux, va amener la recette du ciné, la recette du stress. Donc, des choses qui sont hors de notre contrôle. Le 25 décembre va arriver le 25 décembre, pareil pour tout le monde. Des choses qui sont imprévisibles, faire face à de la nouveauté ou que notre ego soit menacé. Bingo, voici la recette du stress. Tu peux aller voir sur le site, je vous ai mis le lien là. Donc, le stress, Humain.ca, c'est ça? oui, stresshumain.ca, OK. et que la menace perçue par notre cerveau primitif soit réelle ou quelque chose d'anticipé, on va avoir la même réponse de stress, on va avoir le même déclenchement au niveau des hormones. On voit un mammouth, moi je prends souvent l'image d'un lion des cavernes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau primitif perçoit un danger? Il va libérer des hormones, donc l'adrénaline que les gens connaissent là, pour agir vite et bien. Donc, c'est ce qui fait qu'on a la tension dans notre corps. L'énergie va se diriger dans nos jambes pour nous permettre de fuir le danger, dans nos bras pour nous permettre de le combattre. Il y a la noradrénaline pour penser vite et bien qui va être responsable plus tard là, des flashbacks, des cauchemars. Le cortisol pour augmenter la force. Donc, les hormones du stress. Le cortisol a très mauvaise presse, hein. Les gens ont entendu beaucoup, beaucoup parler du cortisol depuis la pandémie
Parce qu'effectivement, quand on parle de recettes du stress, quand il y avait la pandémie, on avait tout ça, là, c'était vraiment dans notre contrôle, c'était nouveau, c'était imprévisible, ça changeait constamment. Vous devez rester à la maison, vous pouvez sortir, vous êtes en télétravail, vous retournez travailler. L'humain représente un danger. Non, finalement, l'humain, il est correct. Bon, vous voyez un peu ce qui se passe, mais le cortisol a eu très mauvaise presse. Bon, on en a besoin du cortisol. Sans cortisol, vous ne vous levez pas le matin. C'est simple comme ça. Donc, quand notre cerveau perçoit ça, oups, il va déclencher, ce qu'on avait au niveau des hormones, c'est le système sympathique qui entre en action. Donc là, je vous ai mis une petite image un petit peu rigolote qui est plus de l'image du combat. Donc, quand on est dans le système sympathique, c'est là où on va être en mode fuite, combat ou pigement. Là, on a même ajouté en anglais le fond, donc se fondre, c'est disparaître un peu dans le décor. Donc, qu'est-ce que c'est que le système sympathique? Là, c'est vraiment le déclenchement des hormones qu'on a vu. On va voir que le rythme cardiaque va s'accélérer parce que si on fait face à un lion des cavernes et qu'on est un homme des cavernes, on va courir longtemps pour trouver une place pour se mettre en sécurité. Il n'y avait pas de quartier résidentiel à l'époque. Donc, alors, on a besoin d'être activé pour être capable de courir longtemps. Au niveau des bronches, pour apporter plus d'oxygène, on va avoir plus de force musculaire parce que si le lion nous rattrape, on va devoir probablement le combattre. Donc, dilatation des pupilles, les gens vont nous dire, j'avais la vision en tunnel, je voyais juste devant moi. Oui, si on revient à l'homme des cavernes, ça permet de voir si je dois courir longtemps, d'éviter le plus possible de trébucher. Donc, les gens vont même nous dire au niveau là, de l'audition, pour essayer de capter les sons pour voir est-ce que le lion me rattrape. Ils vont entendre vraiment, ils n'entendront pas le reste, tous les bruits superficiels, ça disparaît. Ça ralentit le processus de digestion. Donc, c'est sûr que si je suis en train de me sauver, c'est pas le temps de digérer un trio Big Mac. Alors, tout ça tombe au ralenti. Donc, on parle de pipi nerveux aussi. Là. Les gens, ça va vraiment être là-dessus. Et quand on reste activé dans le système sympathique, on n'arrive pas à trouver le repos. Donc, le contraire du système sympathique, pour arriver à trouver le repos, c'est le système parasympathique. En anglais, rest and digest. Donc, j'arrive à me reposer et digérer. Les gens qui restent activés dans le système sympathique après l'événement n'arriveront pas à dormir. Et ils vont nous dire aussi, au niveau digestion, on va voir de tout, là, soit qu'ils sont complètement bloqués, sont constipés, vont avoir au contraire de la diarrhée, ne seront pas capables de manger, vont avoir des vomissements. Donc, c'est vraiment, le corps, c'est une merveilleuse machine. Donc, quand il n'arrive plus à tomber dans le système parasympathique, on peut l'aider, on peut forcer pour activer le système parasympathique. C'est pas magique, mais le système parasympathique, c'est vraiment le frein. Le retour au calme pour retrouver un équilibre. Conserve et restaure, c'est dans le système parasympathique, c'est quand on dort qu'on récupère, que notre corps se régénère, que nos cellules vont changer. Sinon, ça fait longtemps on vieillirait beaucoup plus vite. Ça va ralentir le rythme cardiaque. On va utiliser les réserves d'énergie, nos nutriments vont être utilisés. Et quand on est dans le système parasympathique, on peut retrouver un état de sécurité. Donc, on peut facilement comprendre que lorsqu'on a vécu un événement traumatique, la différence, c'est notre cerveau rationnel d'être humain parce qu'on est un mammifère intelligent. Quand je vous donne mon exemple d'homme des cavernes, quand mon homme des cavernes a réussi à trouver une autre caverne sans lion caché dedans et qu'il est en sécurité, à ce moment-là, lui, automatiquement, il va tomber en système parasympathique. Il va dormir, digérer, et le lendemain, il va se relever sans se poser de questions. Il va retourner à la chasse parce que c'est son moyen de survie. Ce qui se passe là, ça se fait de façon automatique, ce sont nos mécanismes de survie. L'être humain rationnel que l'on est aujourd'hui, lorsqu'il est en sécurité physique, va tenter de trouver une explication logique et rationnelle à ce qui s'est passé, alors que la majorité du temps, il n'y en a pas.
Donc, on va devoir travailler à retrouver un sentiment de sécurité. Ce que je suis en train de vous parler, ceux qui sont un peu familiers avec ça, on parle de la théorie polyvagale. Donc, dans les ressources que je vous cite ici, des petits exemples que je vous donne, c'est tiré du livre ici, Le nerf vague. Vous avez la citation, vous avez le nom, Ludovic Leroux. Vous allez avoir une petite citation euh, donc qui est très intéressant. Alors, on va travailler, oui, on va aller travailler avec les outils de l'approche cognitive comportementale sur les pensées restructurées, d'aller vers une pensée plus réaliste, mais pour être capable d'identifier qu'est-ce qui se passe, quelle est mon émotion, quelles sont mes pensées, on doit retrouver un certain état de sécurité. Donc, on va aller travailler avec les ressources physiques et mécaniques du corps. Donc, rendre le corps plus flexible, le yoga, les pilates, faire du sport. Faire du sport, quand on parle de dopamine, les gens qui veulent avoir de la motivation, quand les gens me disent, là, le 1er janvier, là, après les fêtes, là, les gens vont être motivés à prendre des résolutions. C'est là où on va entendre parler des gyms qui vont faire un super spécial parce que c'est en janvier. Les gens attendent la motivation qui n'arrive pas ne vient pas cogner à la porte. Donc, comment on peut l'activer, la motivation? Elle est au summum quand on se lève le matin. La dopamine, on peut la stimuler par l'activité physique. L'activité physique intense va aider à gérer aussi les symptômes anxieux. Donc, par exemple, faire du trampoline, des exercices de base pour relâcher les nerfs crâniens. On va travailler avec la posture du super-héros. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler là, des postures pouvoir, d'une étude qui a été faite à Harvard. Je vous l'ai cité à la fin, là, les travaux de Amy Cuddy. Bon, ça y est, je ne me souviens pas, mais vous allez le voir, elle est sur la dernière slide, que lorsque l'on adopte une posture pouvoir, ne serait-ce qu'une minute, il y a un changement hormonal, donc au niveau des sensations. Et quand on adopte au contraire une posture plus de vulnérabilité, on va ressentir l'impuissance plus rapidement. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les téléphones cellulaires. J'ai rien contre, j'en ai un. On a échangé par Messenger les premières fois, mais souvent, involontairement, on va se positionner en posture de vulnérabilité avec notre téléphone. Je vous le mime, là. On fait vraiment comme ça. Donc, on se recourbe les épaules, on regarde vers le bas et on reste accroché à quelque chose qui des images qui défilent, qui est un grugeur d'énergie. Donc, en se réveillant le matin, plusieurs personnes ont maintenant leur téléphone comme réveil matin parce qu'on se dit il est fiable, la pile n'est pas à plat ou à peu près pas, il n'est pas branché électrique, donc il va, même s'il est branché et qu'il manque d'électricité, je vais quand même avoir un réveil matin. Sauf que les gens, par la suite, une fois qu'ils l'ont arrêté, souvent, c'est immanquable, vont se mettre à aller sur est-ce que j'ai des courriels, est-ce que j'ai des messages et là, perdre le fil sur les réseaux sociaux. Donc, grugeur d'énergie en commençant la journée. Donc, on va travailler beaucoup sur l'hygiène de vie aussi pour se rétablir. Les ressources physiologiques, quand on veut aller dans le système parasympathique, on va forcer sur les techniques de respiration. Là, je vous en donne quelques-unes. Le soupir intentionnel, 3 grandes respirations, laisser complètement sortir le souffle. La cohérence cardiaque, qui est probablement la technique de respiration qui a été le plus étudiée. La cohérence cardiaque, on va entendre parler du 5-5-5. Donc, j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Je fais ça pendant 5 minutes, idéalement 3 fois par jour. Vous n'avez pas besoin de compter. Vous pouvez prendre l'application Respirelax sur votre téléphone dans les applications. Une belle astuce. Simulation. Excuse-moi? J'ai dit c'est une belle astuce. Absolument. Et il y a Respirelax et il y a Respira sur les gens qui ont Android. Avec Respira, ils peuvent choisir un petit fond d'écran un petit peu plus zen là, pour les aider. Stimulation par le froid, chantonner ou fredonner, gargarisme avec des lettres. Donc, pour faire vibrer les cordes vocales, la mastication, donc les gens qui sont stressés, qui vont mâcher de la gomme, ça va les aider souvent à se réguler la succion. Donc, avoir une petite bouteille avec une paille pour boire, ça va aider à se réguler. Au niveau des ressources du mental, on peut travailler avec la visualisation.
ressources d'esprit et de la connexion, travailler avec la méditation. Et comme je disais, c'est un ensemble de choses à tester, à pratiquer et trouver pour chacun sa recette optimale. Je vous disais, petite citation, Ludovic Leroux, je ne peux pas changer mon passé, mais je peux changer ma relation à ce passé qui est en moi. Quand je disais, on ne pourra jamais changer ce qui est arrivé, on va travailler avec plusieurs outils à tenter de diminuer la fréquence et l'intensité des flashbacks, la fréquence et l'intensité des cauchemars, et on va tenter de travailler sur les pensées parce que souvent, lorsqu'il y a un événement traumatique et qu'on est en sécurité, qu'on cherche une explication rationnelle, on va aller beaucoup dans le j'aurais pu faire ça, j'aurais dû voir ça, qu'est-ce que j'aurais pu changer, pourquoi je ne l'ai pas vu, pourquoi. Donc, on peut aller travailler sur les pensées. Ces pensées-là, automatiques et envahissantes, vont amener des émotions. On va travailler là-dessus. Alors, quand on parle de sécurité, le besoin d'être aimé, c'est-à-dire d'être vu et entendu, c'est fondamental chez l'être humain. Alors, quand on travaille avec les gens qui ont vécu des événements traumatisants, le regard bienveillant, la curiosité pour la personne qui est devant nous, la confiance inébranlable que chaque être humain peut être l'expert de sa vie, aide à sécuriser l'attachement. Parce qu'on peut avoir eu un attachement, la chance d'avoir eu un attachement sécure, mais même quand on a un attachement plus insécure, c'est dans le cadre des relations que l'on va développer, dans le cadre du travail que l'on va faire sur notre sentiment de sécurité, que l'on va sécuriser notre attachement. Je vous ai mis une belle petite image que j'utilise souvent, moi, dans mes rencontres. Je te vois. Ceux qui ont vu Avatar dans ce film-là, les gens ne se disent pas je t'aime, mais bien je te vois en prenant le temps de regarder et de se toucher. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact que l'on peut avoir avec les gens, de simplement prendre le temps d'être à l'écoute de ce qui est en train de se passer et de prendre le temps. Lorsque l'on travaille avec des victimes d'actes criminels, ce qui est important, normaliser, on ne le répétera jamais assez, normaliser que ce sont des réactions normales suite à un événement qui est hors du commun, suite à une situation anormale. C'est hors de l'ordinaire. Et quand ça implique un être humain envers un autre être humain, il y a une autre dimension qui ralentit le processus. Vous savez, quand il y a eu les tsunamis, des choses comme ça, les gens vont vivre un traumatisme quand on voit des gens qui décèdent, mais il y a un impact supplémentaire quand c'est, on disait là, des événements de la main de Dieu, mais quand c'est de la main d'un autre être humain, ça a un impact significatif. Donc, le corps tente de s'adapter, de normaliser aux gens qu'il y a un processus de digestion. C'est pour ça qu'on ne parlera pas d'état de stress post-traumatique. Et, by the way, c'est un médecin ou un psychiatre qui peut poser un diagnostic, mais ils ne parleront pas d'état de stress post-traumatique au début parce qu'il y a au moins un 30 jours qui est un état de stress aigu qui est le temps que les gens ont besoin pour la majorité des gens, plus de 75 là, les derniers webinaires que j'ai assistés, 80 des gens vont se relever sans qu'il y ait des conséquences à long terme. Donc, c'est quand même encourageant. Donc, le travail qui est fait rapidement, ça a un impact. Donc, le cerveau rationnel tente de trouver une explication, je l'ai dit souvent, ça ralentit le processus. Alors, important de transmettre aux gens rapidement, de faire de l'éducation psychologique sur les symptômes, de leur expliquer les reviviscences, qu'est-ce que c'est de normaliser des flashbacks. On entend souvent des flashbacks. Quand on parle de flashbacks, les gens connaissent bien la notion des flashbacks visuels. Donc, je suis occupée, je suis en train de cuisiner, il m'apparaît une image comme j'étais retournée dans l'événement, comme si c'était réel. Les flashbacks peuvent aussi être olfactifs, auditifs, sensoriels. C'est tout à fait normal. Les cauchemars, le corps tente de digérer, donc il va y avoir une différence aussi si c'est toujours le même cauchemar ou si c'est plusieurs cauchemars différents. Il va y avoir de l'évitement. Les gens, à la suite, vous vous souvenez, suite, combat, figement. Donc, après l'événement, vont tenter d'éviter l'endroit.
vont tenter d'éviter les pensées par rapport à ça, vont tenter d'éviter les personnes qui étaient présentes. Il va y avoir altération des cognitions, donc c'est normal d'oublier des éléments dans l'événement, d'avoir des croyances négatives, d'avoir un état émotionnel négatif. Il va y avoir de la généralisation. Le monde, soudainement, devient dangereux partout, tout le temps. Certaines personnes vont développer une structure de peur qui va être réactivée dès qu'un seul des stimuli va être présent. Perte d'intérêt pour les activités. Il va y avoir activation, hypervigilance, il va y avoir de la colère, perte de concentration. Donc, déjà, de donner de l'information, ça normalise, ça généralise. Je ne suis pas seule à vivre ça. Je vous donne ensuite un petit outil que vous pouvez trouver sur le site getselfhelp.fr, mais je pense que le site a été légèrement modifié depuis, là, mais si vous tapez Get Self Help, vous allez trouver une panoplie d'outils de l'approche cognitive comportementale. Il y a beaucoup plus de contenu en anglais, on ne se le cachera pas, mais il y a beaucoup d'outils que l'on peut retrouver en français pour travailler avec nos clients et c'est un visuel quand même très intéressant. Donc, j'essayais de voir le temps. Je te laisse être la gardienne du temps. Je viens de réaliser que c'était l'heure que je voyais. Ah, mais vas-y, on t'écoute. On est bon dans le temps. On est bon en même temps. Alors, qu'est-ce qui va aider? La base? Ça ne guérira pas les gens, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place graduellement? Le premier que l'on voit, c'est de respirer, où on respire, où on reste pire. Mais les techniques de visualisation que j'ai parlé tantôt, de méditation, de cohérence cardiaque, si je suis extrêmement activée, ça ne fonctionnera pas. Parce que si je suis prête à combattre, à fuir et que je suis comme ça, puis qu'on me dit, OK, prends le temps, respire, ça va être difficile. Alors, on va s'activer d'abord. Quand je parlais de trampoline, on va essayer peut-être de bouger les membres, sauter sur place, aller courir un peu, danser, mettre de la musique forte. Ensuite, on va être capable d'aller respirer, utiliser une technique pour s'apaiser. Marcher ou éloignez-vous. Parfois, de s'éloigner, c'est la meilleure chose à faire. Je ne parle pas de fuir, parce que quand les gens font de l'évitement, plus ils évitent, plus ils vont éviter les situations. Mais quand on parle de s'éloigner, parfois quand les gens, oui, mais pourquoi tu es resté? Pourquoi tu étais habillé comme ça? Des fois, la meilleure chose à faire, c'est de respirer, sortir de la pièce. Il y a des situations desquelles on peut s'éloigner. Marcher, la marche à l'extérieur, tous les jours, va faire sécréter dans notre cerveau les mêmes hormones qu'un antidépresseur. Donc, est-ce qu'un jour, on va avoir envie de marcher? Non. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid? On s'habille chaudement. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? On prend un parapluie. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait très chaud? On porte des vêtements en coton blanc. Donc, les études ont vraiment démontré ça et j'écoutais un podcast il y a quelques mois où il avait poussé l'étude un petit peu plus loin. Dans un autre contexte, c'était pas nécessairement de marcher à l'extérieur, mais il avait travaillé avec des gens qui étaient à haut risque de développer la maladie d'Alzheimer et de les faire marcher 25 minutes par jour tous les jours réduisait de 30 le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Une bonne paire de chaussures. Si vous ne voulez pas perdre de poids après avoir marché, prenez un biscuit en revenant de la marche, tout va rentrer dans l'autre. Exercez-vous, j'en ai parlé tantôt de l'exercice physique d'intensité du cardio, vraiment pour aider à gérer l'anxiété. Donc, on voit quelqu'un sur le vélo, la corde à danser, la course. C'est sûr qu'on va s'adapter à la condition physique de nos clients, mais c'est un des meilleurs outils pour aider à gérer les symptômes anxieux, se déposer pour être en mesure de travailler sur les pensées. Discuter, donc d'avoir des gens avec qui parler, de connaître les ressources et de surtout faire attention, d'essayer d'avoir le plus possible un dialogue intérieur positif. Parce qu'on s'en répète des choses, hein. Les gens ont souvent des mantras qui se répètent à longueur de journée qui sont extrêmement négatifs. Là, les gens, je pense qu'ils ne voient pas l'outil avec les images. Je suis toujours dans l'outil que les images. On voit relaxez-vous, c'est pour les gens qui le reconnaissent, c'est Homer Simpson.
Donc, je sais, il y a des gens qui m'ont fait la remarque que Homer Simpson devait avoir une bière sur l'image originale. Donc, effectivement, de trouver d'autres stratégies pour se relaxer que de l'alcool. Alors, on voit des livres, on voit une télé, mais là, on va aller choisir des choses qui vont nous amener ailleurs. Du no-brainer. Ce qu'on peut regarder qui ne nous fera pas penser à l'événement, qui ne nous amènera pas à réfléchir. Donc oui, si on est passionné de nourriture, on va se connecter sur Zest TV. On oublie Canal D. Hein? Les amis, quoi la job des amis? C'est pas de devenir votre confident, c'est pas de devenir nécessairement. Oui, les gens vont être bienveillants suite à un événement traumatisant, mais ils vont s'essouffler à un moment donné. Donc, de là, l'importance d'aller chercher de l'aide professionnelle, d'avoir des ressources, de connaître les ressources pour garder son réseau, famille et amis pour le plaisir. Leur job, c'est de nous changer les idées. Parce que même si la personne a développé des réactions post-traumatiques ou qu'elle a un diagnostic d'état de stress post-traumatique, elle n'est pas qu'une victime. Elle a encore d'autres besoins et elle a encore la capacité de s'émerveiller et de rire par moment. On l'a tous vécu. Un jeudi, comme aujourd'hui, on se dit 8 heures, je suis couchée, je suis brûlée. Puis là, notre meilleur ami nous appelle pour dire je passerai prendre un verre. On dit pas non, c'est notre meilleur ami. À part à minuit, on dort 6 heures le lendemain, on pète le feu, c'est incroyable. Quelle est la différence? On a sécrété des hormones de bonheur. Focaliser l'attention, donc on va travailler sur le journaling, travailler sur des petits trucs, des outils pour aller dans le cerveau rationnel quand il y a trop d'images qui prennent la place. La musique. Alors, la musique a sa propre énergie. Qu'est-ce qu'on va faire comme playlist pour se mettre en mouvement? Qu'est-ce qu'on va amener comme musique pour susciter des souvenirs plaisants? Je vous dis YMCA, tout le monde a une image. On est tous allés à un mariage où on s'est tapé cette danse-là. Donc, comment on peut utiliser la musique pour ramener, raviver des souvenirs, l'utiliser de façon positive? Donc, pour favoriser l'apaisement, technique de respiration, on en a vu un petit peu tantôt, la cohérence cardiaque, le 4-7-8, la boîte. Donc, la boîte, c'est quoi? J'inspire 4, je retiens 4, j'expire 4, je retiens 4. On travaille avec des techniques d'ancrage. On va suggérer des applications. Insight Timer, que j'aime beaucoup parce qu'elle a énormément de contenu gratuit. Souvent, quand les gens se retrouvent qu'il y a eu un événement traumatisant, qu'un arrêt de travail, les finances peuvent avoir été affectées. Mais il y a quand même d'autres applications aussi intéressantes. Petit Bambou, notamment que les enfants aiment beaucoup, qui a 7 séances qui sont gratuites. Rose Bouddha, qui est un produit québécois. Headspace, qui est maintenant traduit en français, qui a des petites animations très, très loufoques, etc. Il y en a d'autres. Des applications pour les sons d'ambiance. Donc, ça s'appelait Better Sleep, il y a beaucoup de contenu qui est payant sur cette application-là. C'était Relax Melodies qui a changé pour Better Sleep. Ceux qui ont connu l'autre application, c'est qu'on peut mettre des bruits blancs, on peut mettre des fonds, un océan, par exemple, du vent. Et ce qui est intéressant de cette application-là, c'est qu'on peut en mettre deux. Donc, par exemple, quelqu'un qui, en nature, arrive à s'apaiser, on peut reproduire donc le vent dans les arbres, le chant des oiseaux pour favoriser l'apaisement. Des applications de travail, la respiration, je les ai nommées tout à l'heure. Et en vrac, des façons simples de se relaxer, de se recharger. On entend souvent, va prendre un bain, ça va te faire du bien. Oui, ça détend les muscles. Oui, trouver sa propre, mais tu sais, je vous en ai mis un peu, là, aller marcher, passer du temps dans la nature, appeler un ami, transpirer en dehors de vous la tension, là. Donc, d'aller faire une bonne séance d'exercice, écrire dans un journal, un bain chaud. Mais ce que je vous ai mis, c'est faire attention à vous assurer, c'est qui la personne devant vous. Si on dit à quelqu'un va prendre un bain, oui, il va prendre un bain avec du sel d'Epsom, ça va détendre tes muscles. Mais si on est face à quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle, de lui demander de se dénuder, d'être seul dans le bain, dans le noir, dans une position de vulnérabilité, peut-être qu'elle ne voudra pas. Mais il va peut-être falloir trouver d'autres stratégies. D'allumer des chandelles, de jouer avec un animal de compagnie, de travailler dans le jardin, les plates-bandes. Ceux qui sont intéressés par le jardinage,
des études qui démontrent que quand on travaille dans la terre, ça va aider à sécréter de la sérotonine, qui est une hormone de bonne humeur aussi. Ben, rempoter 3-4 plantes ne nous guérit pas, mais ça nous aide. Ça fait partie des stratégies. Se faire masser, lire un bon livre, écouter de la musique, de regarder une comédie. Donc, de forcer le rire, d'oublier, on dit le rire, c'est la santé, mais c'est que quand on va rire aussi, on va activer des muscles qui vont faire comprendre à notre cerveau qu'il doit activer certaines hormones. Et n'oubliez pas, comme intervenant, les auto-soins, de prendre soin de vous. On parle de traumatisme chez nos clients, mais quand on travaille en trauma, on nous a parlé, dans la première entrevue qu'on a faite ensemble, je te disais un peu quand moi je suis rentrée au cégep, là, comment on nous disait de travailler avec les forces, mais la rencontre qu'on avait eue comme étudiante secondaire avant de commencer, nous, on nous avait dit des statistiques sur les éducateurs qui partent en burn-out après 1 an, ce qui n'était pas très reluisant comme statistique à l'époque. Mais on nous parle de burn-out, on nous parle d'épuisement professionnel, mais c'est important de rester alerte au risque de syndrome vicariant ou de fatigue de compassion. Quand on est constamment de se regarder aller dans notre posture d'intervenant, les neurones miroirs, parce que quand on absorbe, quand on peut se positionner avec les neurones miroirs pour essayer, vous savez, les mimiques, hein, vous mettez 2 bébés face à l'autre, un pleure, l'autre va faire des petits potes aussi, va se mettre à pleurer. On a ça, nos neurones miroirs. Donc, on peut essayer de rester le plus conscient possible pour amener les gens à se moduler à nous, mais de rester alerte à ça. Je ne l'ai pas devant moi, mais il y a un livre intéressant de Pascal Brion qui a été écrit Entretenir sa vitalité d'aidant. Donc, pas développer les mêmes réactions, de continuer de prendre soin de nous, de faire un examen régulièrement. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour m'aider? On a tellement tendance comme intervenant à s'oublier qui fait tellement bien d'en parler ce soir-là. C'est important de le Prends dire. soin de qui prend soin. C'est titre c'est une conférence que j'avais assistée d'une travailleuse sociale elle travaillait avec les intervenants. Parce que être en posture d'intervenant, souvent, les intervenants ne parleront pas de ce qu'ils vivent à la maison, parce qu'on ne veut pas traumatiser, on peut pas, le contenu qu'on a accumulé toute la journée, on ne veut pas en parler avec notre conjoint, on ne veut pas en parler avec nos enfants. Et Pascal Brion, elle donne une formation aussi sur le syndrome vicariant, la fatigue de compassion, qu'à un moment donné, on passe la journée à prendre soin de nos clients. Et là, oups, on revient à la maison, on prend soin de nos enfants. Dans ma tranche d'âge, on prend aussi soin de nos parents vieillissants. Et là, oups, on se dit, bon, ben, je vais m'installer devant la télé pour faire un peu ce que j'aime mes clients. Et là, le chien arrive avec la balle. Bon, prends soin du chien. Lance la balle, lance la balle. Et là, quand on s'écrase finalement, qu'il ne reste plus d'énergie, qu'est-ce qu'on voit devant nous? La plante verte qui écrit parce qu'elle a besoin d'eau. Donc, encore du vivant qui a besoin de nous. Comment on va s'assurer, nous aussi, de maintenir notre niveau d'énergie à un niveau équilibré? Je parlais tantôt du danger du téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire, je l'utilise beaucoup comme image parce que quel type de personne es-tu? Est-ce que tu maintiens ton téléphone plus entre 70 et 100% tout le temps, comme tu tiens ta voiture entre le 3/4 et le plein? Ou si tu laisses ta batterie de téléphone descendre jusqu'à 15%, quand ça devient rouge, tu vas tout désactiver, tu te mets en mode économie d'énergie jusqu'à 3%. Ensuite, tu te rebranches jusqu'à 15%. Qu'est-ce que tu fais comme intervenant? Est-ce que tu te traites comme ton téléphone? Bien dit. Au niveau de la Très, très résilience, bien dit. on a cette capacité-là, l'être humain. Donc, le concept de résilience, si vous allez lire sur la résilience, il y a Boris Cyrulnik qui parle beaucoup de résilience chez l'être humain. Qu'est-ce que c'est que la résilience? En physique, c'est la capacité d'un objet de reprendre sa forme initiale. Je vous le montre, je vais faire une petite publicité pour le CAVAC et leur petit balle anti-stress. Si on regarde ici, j'ai une balle que je peux écraser. Là, je peux la martyriser un petit peu. Mais si je la laisse dans ma main, elle va reprendre sa forme initiale complètement comme elle était avant.
En informatique, on va parler de la capacité de continuer à fonctionner en cas de panne. Ça va être la résilience de notre système informatique. Chez l'humain, moi, un concept de résilience que j'aime beaucoup les écrits de Boris Cyrulnik, mais Tal Ben-Shahar, qui est un enseignant au niveau de la psychologie positive, nous parle de, je l'ai traduit librement, là, d'antifragilité. Je vous ai mis un petit lien YouTube là, que tu pourras peut-être partager parce qu'il est en anglais. Donc, pour les gens, Je dirais dans la description là, dans la du podcast. description pour que les gens puissent aller le voir. Donc, c'est la capacité, le concept de résilience 2.0, en fait. C'est que la confiance en l'être humain de non seulement reprendre sa forme initiale après le trauma, c'est qu'il va développer une version 2.0. La résilience, dans ce cas-ci, on va la comparer à un muscle. Vous savez, quand on décide en janvier d'aller au gym et de faire de la musculation, qu'est-ce qui fait que l'on va développer de la masse et de la force? C'est les micro-blessures qu'on inflige à nos muscles qui vont prendre de l'expansion et de la force. Donc, c'est sûr que je ne dis pas ça en première rencontre à un client qui va en ressortir plus fort parce qu'ils vont me claquer la porte au nez, mais de voir qu'effectivement, les gens, et là, je vous ai mis une petite image, comme la bodybuilder qu'il y a là, on peut ressortir plus fort avec plus d'outils. Ça serait une Alors, on belle essaie. image, ça, à mettre. Excuse-moi de t'interrompre, Jacinthe. Ça serait vraiment une belle image de mettre en face de son frigo. Oui. Et voir à quel point on peut être fort. Petite parenthèse que je me permets de dire, là, mais ça me portait allusion. Absolument. Et c'est ce qui est expliqué dans la petite vidéo sur YouTube, là, pour ceux qui veulent aller voir un petit peu cet homme-là, comment il l'explique. Et je vous ai mis ici Wonder Woman, la posture pouvoir. Ce sont les travaux d'Amy Cuddy. Vous pouvez aller trouver la recherche qui a été faite à Harvard en tapant son nom et les Power Poses Study. C'est vraiment un concept qui est très intéressant. Il y a Isabelle Fontaine dans son livre Le courage, comment l'activer, qui en parle aussi de ces postures-là. C'est vraiment très intéressant. Mais merci, Jacinthe. C'était Euh, Jacinthe Bellin. Donc, Jacinthe, si on va en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut avoir, savoir, est-ce que tu as un site Internet, un moyen qu'on peut communiquer avec toi? J'ai un site web, Jacinthe Bélan, éducatrice spécialisée.ca. Donc, Jacinthe avec un I, sans accent, Jacinthe-Beland, éducatrice spécialisée avec un I. .ca, mais si vous tapez Jacinthe Bellin, éducatrice spécialisée, là, vous allez le trouver. Il va y avoir le lien Google qui va sortir. Et vous pouvez me trouver également sur Facebook, Jacinthe Bellin, éducatrice spécialisée. Vous allez voir ma page professionnelle. Puis, dans un dernier mot, qu'est-ce que tu pourrais dire qui résume bien la conférence aujourd'hui? Si tu avais une dernière chose à dire, ou un dernier mot à dire, ce serait quoi? Le plus important quand on parle de pleine confiance, concept qu'il y a dans le livre du nerf vague, c'est d'avoir confiance en la capacité de l'être humain de se relever, mais d'avoir les bons outils pour l'accompagner et de lui faire confiance. C'est pas tout le monde qui va aller à la même vitesse. On a tous cette capacité de se relever. Merci, Jacinthe, c'était très inspirant. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne soirée.